Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour Mehdi Kanafi, bonjour à tous, comment ça va ? Quelle voix cristalline ? N'est-ce pas ? Plus aucun souci d'allergie. J'irai pas jusque là, mais on est pas mal, Tout va mieux, tout va bien, nous sommes l'été, encore au cœur du Summer Game Fest. Ça tombe bien parce que ça sera au programme de la première partie de l'émission. On va dresser un bilan du Summer Game Fest. On reviendra sur les nombreuses annonces et conférences qui ont suivi la cérémonie d'ouverture, cérémonie que nous avons traitée la semaine dernière. Puis dans la seconde partie de l'émission, il sera question de triche, de filouterie, d'histoire de France et de jeux de cartes. Je veux bien sûr parler de Card Shark, le dernier phénomène en date de l'éditeur Devolver, et on peut dire que c'est un jeu qui nous a pas mal surpris. C'est toi qui nous en parleras. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur Sonic Frontiers. Alors les fans de Sonic ne sont pas contents et le font savoir. Ils estiment que le jeu n'est pas satisfaisant et qu'il mérite d'être reporté. Alors Takeshi Iizuka, donc le boss de la Sonic Team, il est tout chagrin, et donc il s'étonne lui aussi que les gens réagissent à une seule vidéo, à une vidéo qui se disent mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors il ne trouve pas ça très juste et il dit tout haut que les fans n'ont pas compris le système. Alors il a pas tort, on a peut-être un avis un petit peu hâtif, mais est-ce qu'on n'a pas compris ou est-ce que c'est sa vidéo à lui qui est mal faite ? Ça c'est quand même... On en parlait la semaine dernière, leur schéma de communication en tout cas était pas très habile en tout cas. Enfin ils nous donnaient pas les clés pour justement comprendre ce système, donc c'est bon, les torts sont un peu partagés. Après les fans, on les a écoutés pour Sonic le film, donc maintenant ils se sentent un peu mis à la table des négociations, tu vois donc. Exactement, la demande de report est un petit peu gonflée, c'est vrai, mais bon, il y a eu la jurisprudence Sonic le film qui a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de poids à la voix des fans, et là on commence à en voir les conséquences, là tout de suite. Quand Sonic va mal, les fans se disent là il faut tout changer, on a eu le pouvoir une fois, donc... Après oui, c'est vrai que personne n'a joué au jeu, à part IGN, donc... venir dire c'est nul, reportez-le, ça me paraît quand même un peu exagéré. Il y a des torts partagés parce que bon, c'est vrai qu'on se fait tous un avis sur une vidéo, mais franchement la vidéo, on en a parlé, elle donnait clairement pas envie. Ils auraient pu faire un petit peu d'effort sur ne serait-ce le montage, le dynamisme, un peu nous expliquer que ce monde ouvert, de ce qu'il se dit, ne serait qu'un grand hub. Il y aurait des mondes un petit peu plus linéaires, plus classiques à la Sonic. Tout ça n'est pas clair, tout ça n'est pas expliqué. La vidéo était en plus assez longue, tu vois. Assez longue, assez chiante, assez lente, enfin bon... Ouais, ça restera un fiasco de com', mais on n'est pas à l'abri que le jeu soit bon, on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que tu es chaud ? Commencer par la première chronique qui va faire le bilan de la Summer Game Fest. La Summer Game Fest qui s'éclôt avec la conférence Xbox Extended, mais l'actu jeu vidéo estival ne va pas s'arrêter. Il se dit même qu'un Nintendo Direct va venir pointer le bout de son nez fin juin, le 29 juin même, d'après Alana Pierce, donc ex-Twitcheuse, et aujourd'hui scénariste chez Sony Santa Monica. Nico, est-ce que ça se fait de parler des confrères comme ça, en plus de leaker ? Alors un employé de Sony qui vient leaker une conf Nintendo, bon, je trouve pas ça très très élégant. Je pense que les gens, personne n'a rien dit sur Alana Pierce parce qu'elle a encore cette casquette un peu youtubeuse, Twitch, influenceuse. Oui. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Oui, voilà, elle est scénariste chez Sony Santa Monica. Sony, elle aurait peut-être pu leaker Sony parce que... là, il se dit qu'ils vont faire une prise de parole, les rumeurs parlent de septembre et même de fin juin, comme pour Nintendo. Alana Pierce, là pour le coup, ne nous a rien dit. Est-ce que c'est un petit peu plus logique de voir une nouvelle prise de parole pour Sony ? Je sais pas si c'est plus logique, mais c'est tout autant logique parce que il y a des jeux, il y a la fin d'année en fait, tout bêtement, à établir un petit peu. Tu peux pas lancer la com de God of War 2 mois avant sa sortie. Alors, à ce jour, c'est plus ou moins confirmé à demi-mot qu'il n'y aura pas de report de God of War Ragnarok. Il va arriver incessamment sous peu, que ce soit même septembre, octobre ou novembre. Ça sera certainement pas décembre, je pense, pour bien profiter de toute la période de Noël. Un blockbuster comme God of War Ragnarok, on a du mal à le voir se lancer, en tout cas, une date annoncée, je sais pas, au minimum un mois et demi, 2 mois à l'avance pour pouvoir dérouler tout le barda marketing autour de la promo du jeu, quoi. Oui, après tout le monde a fait, mais pourquoi ils disent pas la date ? On n'est pas naïf, c'est qu'ils se laissent le maximum de marge pour pouvoir se laisser le plus de temps de dev possible. Et voilà, donc je pense qu'en interne, ils sont encore un peu en train d'hésiter si ça serait novembre ou octobre ou novembre, donc ils se laissent le plus de marge possible plutôt que d'annoncer un truc pour finalement 3 semaines après dire le contraire. Ça paraît logique. Enfin, je pense qu'il faut juste les laisser tranquilles, arrêter de venir leur casser les bonbons. Mais moi, je pense que c'est vraiment incessamment sous peu qu'on va avoir la date si le jeu sort vraiment là très prochainement, parce que tout ce qui est campagne marketing au long cours, c'est une sortie qui est mondiale, c'est long. On a pu entendre certains s'étonner de Horizon 2 qui est sorti en frontal avec
avec Elden Ring. Déjà, il faut rappeler que c'est Elden Ring qui a été reporté. Horizon, il a rien demandé, il était là, et en fait, c'est Elden Ring qui est venu se poser en frontal direct. Et rappelez-vous, pour Horizon 2, notamment chez nous, en France, il y a eu vraiment une grande campagne marketing, il y a eu des événements à Paris, avec des cosplayeuses, bon ça c'est rapide à organiser, mais avec des grandes statues, avec une station de métro semi-privatisé, on va dire, avec vraiment des décorations. Autant vous dire que voilà, la négociation avec la ville de Paris, j'imagine que c'est pas en 15 jours qu'on fait ça, mais c'est que Paris. Pour Horizon, j'imagine bien que peut-être à San Francisco, là où un des lieux du jeu Horizon 2, ils ont sûrement fait des grands événements, au Japon, partout. Ça, ouais. Et puis God of War 2, on sait que c'est le genre de jeu qui peut avoir sa pub pendant la finale de la Coupe du Monde, tu vois, qui est en décembre, et ça c'est des trucs qui se deal aussi. Donc je pense de toute façon qu'ils sont actifs en coulisses, hein, c'est juste que c'est nous qui n'avons pas l'information. Après moi, on en a parlé un peu, j'aurais tendance à peut-être parier sur un set of play God of War rapidement, et peut-être une PlayStation Showcase à la rentrée, pour les jeux un petit peu 2023, quoi. Voilà, je suis tout à fait d'accord, State of Play dédié uniquement sur God of War, avec pourquoi pas... le sommet de l'annonce, cette fameuse date, en tout cas c'est ce qu'on espère. Voilà, en juin, on attend une conférence Nintendo, une conférence Sony, 2 prises de parole, tout ça pour dire que voilà, les festivités autour du Summer Game Fest continuent, le jeu vidéo fait parler de lui. Ce soir, pour nous, aura lieu un petit live à l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII, mais on va pas en dire plus, on va pas s'apesantir, car vous savez, voilà. Puis t'es beaucoup trop stressé toi aussi en plus. Voilà, donc voilà, je sais pas, moi j'ai le sourire là, mais peut-être que vous savez, mais nous ne sait pas encore. Hein. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de faire le bilan de cette édition du Summer Game Fest. Vous allez voir, on est un petit peu mitigé au sortir de toutes ces conférences, et sans refaire un déroulé précis de toutes les annonces, on va vous reparler de chaque événement, mais en relevant une problématique différente à chaque fois, et vous verrez que ça explique pas mal notre réserve sur cette édition du Summer Game Fest. Mais avant, au global, on en a pensé quoi de ce Summer Game Fest ? Est-ce qu'il était mieux ou moins bien que l'année dernière ? Était-il vraiment différent de ce qu'on nommait, fut un temps, l'E3 ? Alors déjà, première chose, il y a quelque chose qui a tout bouleversé, c'est le format numérique de l'événement. Alors, c'est pas vraiment nouveau, le format 100% dématérialisé, il a débuté depuis au moins 2013, donc avec la fameuse conférence Nintendo. Alors 2013, nous on va à Los Angeles, on va à l'E3 pour la première fois de notre vie. Nintendo choisit cette date anniversaire pour commencer. Le seum était présent. Donc voilà, il y a peut-être des contre-exemples, comme quoi il y a eu des conférences numériques avant cette date, c'est sans aucun doute le cas, mais je pense que celle-là elle a marqué. C'est Nintendo qui fait un 100%... Oui, et ce qui paraissait à l'époque complètement incongru est devenu la norme 10 ans plus tard. Cette façon de se faire, c'est démocratiser en effet. Tu viens de le dire, Nico, pour tous les éditeurs, pour les constructeurs, le format numérique a définitivement été adopté, alors pour des raisons économiques, évidemment, c'est quand même bien moins cher de faire une vidéo que de réserver une grande salle, je sais pas, le Microsoft Theater, tout ça, des trucs, bon, Microsoft c'était le sien, donc ça peut se négocier. Cher pour lui. Donc voilà, c'était des raisons économiques en premier lieu, mais aussi par la force des choses, à cause des 2 années de Covid qui ont forcé les éditeurs et les constructeurs à inventer une nouvelle façon de communiquer. Ça, c'est la première chose. Nico, ma question, c'est est-ce qu'on s'y est habitué maintenant ? Voilà, c'est les conférences, l'actu jeux vidéo, c'est du numérique, il n'y a plus de physique, il n'y a plus de gens avec nous. Enfin, en tout cas, avec nous. On s'y habituait, oui, par la force des choses, mais on a vu que pour la Switch, pour les grands événements, Nintendo avait fait une conférence en présentiel. Sony, c'est pas impossible qu'ils fassent pareil à l'occasion, pareil pour Microsoft. Donc, je pense qu'on va être sur une période un peu plus d'alternance où, pour les infos un peu plus courantes, ça sera du numérique, machin, mais dès que tu auras marqué ton coup, annoncé, je sais pas, un nouvel hardware, une nouvelle console, c'est pas impossible qu'on revienne sur un format traditionnel en tout cas, et maintenant ça a l'air d'être possible niveau logistique et niveau Covid, maintenant on est un petit peu dans un mode post-Covid en théorie, mais ça sera un peu les deux qui vont se mêler, quoi. Je vous renvoie sur un précédent Red Alert dans lequel on vous expliquait comment fonctionnait la cérémonie des Game Awards, et on revenait sur les Game Awards et ce qui était l'E3, et maintenant ces prises de parole numériques représentent comme un fil continu d'actualité où en fait tout le monde parle de façon incessante, de façon continue, là où le 3 avant c'était un coup de poing, d'un coup il y avait les projecteurs qui étaient portés là-dessus. On parlera peut-être d'overdose de com ou pas, mais en tout cas c'est bien que les annonces soient un peu étalées sur l'année, et c'est vrai que quand il y a 20 ans on avait juste le 3 et le Tokyo Game Show, c'était un peu chiche quand même, c'était peut-être un peu trop espacé, quoi. Donc avoir un peu plus une communication étalée, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Donc la première chose, c'était le format numérique. La seconde chose, qui est peut-être un souci, un gros souci, c'est qu'avec le Covid, les studios, ils ont connu 2 années de développement très très difficiles, et en 2022, on a vraiment ressenti le contre-coup, ce qui va contribuer à un sentiment un petit peu mitigé de cette édition. On l'a vu, on a tous traversé ces années de Covid, on a eu des conséquences directes. Nous, dans l'édition, on a eu des conséquences plutôt positives, les gens ont acheté des livres, et dans le jeu vidéo, on a vu beaucoup de
report, mais là en 2022, avec justement ce Summer Game Fest, on a vu que les conséquences c'était maintenant. Ouais, c'est toujours pareil, c'est que tu peux avoir des répercussions à plus ou moins long terme, mais dans un cycle de dev dans le jeu vidéo, peut-être que dans les 2 premières années de Covid, c'était les jeux qui étaient en phase de peaufinage qui étaient touchés. Donc il y a peut-être eu des reports minimes ou même pas de reports du tout. Ouais. Et là, peut-être qu'on s'attache à des jeux dont le cœur du dev était pendant le Covid. Et donc là, on voit que forcément, ça va impacter. Enfin, la team de FF16, je crois qu'ils ont dit qu'ils ont pris 1 an de retard par rapport à leur planning initial. Donc on est clairement dans ces eaux-là. Ouais. 3 jeux de fin d'année qui vont sortir là en 2022 n'étaient pas prévus pour 2022. Et là, on a les conséquences directes. Ces jeux. Ouais, alors c'est vrai que Hogwarts Legacy, alors God of War 2 s'il sort cette année, et le 3e c'est Gotham Knights, merci. Les 3 étaient prévus pour 2021 à la base, et se retrouvent tous les 3 à être l'événement de la fin d'année 2022. Et finalement, heureusement qu'ils sont là, parce que finalement, il n'y a pas grand chose d'autre, donc on voit qu'on a quand même pris au moins 1 année de décalage au global, quoi. Faut pas l'oublier, le Covid semble déjà derrière nous, mais les conséquences sont plus que là, ça n'a jamais été autant le cas. Donc, cette année, tout ce constat fait qu'il manquait aussi des grands noms. Il manquait Ubisoft, il manquait Electronic Arts, il manquait Konami, il manquait Square Enix. À l'époque de l'E3, on se moquait un petit peu de ces conférences de ces éditeurs, bien que celles d'Ubisoft, elles étaient toujours très cool. Oui. Mais celles de Square Enix ou de Konami, c'était jamais la folie, c'était souvent un petit peu cheap. Tu t'en souviens de Konami ? Il y a des confs Konami un peu cultes. Bon, après, ça fait un mois qu'ils en avaient plus fait parce que ils avaient plus grand chose à vendre, mais il y a certaines qui sont rentrées dans la légende. Mais même, donc du coup, même Square Enix, les pauvres, ils avaient de l'argent, mais c'était pas Sony ou Microsoft. Quand on avait en comparo d'un jour à l'autre ces différentes conférences, on voyait le delta tout de suite. La dernière en date était classe, je crois, celle où justement on a vu les FF7 Remake et Avengers, elle était plutôt bien faite. Donc du coup, ces conférences, même si c'était un peu cheap, elles apportaient de la diversité, elles apportaient des jeux rafraîchissants. C'était le cas de Ubisoft, des jeux rafraîchissants, des conférences un petit peu différentes, c'était très appréciable. Ces conférences, elles apportaient aussi des jeux japonais dans un salon qui est orienté vers l'Occident et surtout les États-Unis. On parle ici par exemple de Konami et de Square Enix. Et ces éditeurs, ils proposaient aussi des jeux de sport. Alors Electronic Arts en tête. C'est vrai, vous allez me dire, on râlait sur les présentations de Madden ou de FIFA, mais le plaisir de l'E3, je trouve, c'est aussi le plaisir de découvrir des jeux un petit peu plus légers, des jeux de sport, des jeux de voiture, des jeux de baston, des genres qui se sont faits très, très, très rares cette année. Nico, est-ce que tu es d'accord avec cet état des lieux ? Les jeux de caisse, on a eu Forza, la baston, on a eu Street Fighter 6, certes, mais au global, est-ce que ça manquait pas un petit peu de variété ? Carrément, c'est vrai que chaque éditeur arrive avec son identité, son catalogue, son portfolio et un éventail de jeux donnés, donc oui, là, clairement, on en parlera plus tard, mais on a quand même eu des typologies de jeux assez proches et redondantes. Ce Survival Horror dans l'espace. Survival Horror dans l'espace, ou même beaucoup de jeux indés, donc presque on est en train de chercher où sont les AAA quelque part, c'est un peu étonnant. Ouais, c'est clair. Et donc ouais, ça manquait un petit peu de cette diversité caractéristique, quoi. Ça manquait de diversité, ça manquait aussi de moments forts avec des personnalités. Alors on a bien eu Dwayne Johnson avec une pub et sa boisson, sa marque de boisson, merci Oz pour le renseignement, et c'était sa boisson à lui et une pub. Donc c'est pour ça qu'il n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, il a fait ça bien. Et une pub pour son prochain film. Mais les shows de Microsoft avec une supercar pour Forza ou Drake qui arrive chez Electronic Arts ou même Paul George représentant Reeves de la NBA, Keanu Reeves bien sûr chez Microsoft. Ça c'était des moments forts. Alors toujours pareil, c'est des moments qui sont des passages qui sont raillés par les joueurs. Mais à l'heure où on prône l'ouverture, et à raison, il faut aussi comprendre que ces salons c'est une ouverture, un coup de projecteur pour le jeu vidéo envers le grand public. Avoir des stars, c'est inviter ce grand public à s'y intéresser. Et bon, je dis public, mais c'est aussi les médias généralistes qui aiment et qui ont besoin de shows pour diffuser de l'information. C'est un constat, alors certes, peut-être un peu triste, un peu cynique, mais c'est, je pense, une certaine forme de réalité. Perso, moi je lis journal gratuit 20 minutes tous les matins dans le métro. À l'ancienne. À l'ancienne. Mais cette année, il n'y a rien eu sur la Summer Game Fest, alors que du temps de l'E3, ou même des années précédentes, donc il y a 3 ans, quand je prenais le métro quand on pouvait, il y avait systématiquement des articles avec des gros titres style « Le jeu vidéo s'invite à Los Angeles » ou « Le grand mess du jeu vidéo annuel ». Ça n'a pas du tout été le cas avec le Summer Game Fest et avec... ce manque de show, ce manque de personnalité. Alors, je veux pas que ça devienne le festival de Cannes, mais ça me dérange pas que des personnalités s'investissent dans des shows comme le 3 ou la Summer Game Fest, et avoir voir moins de personnalités, avoir moins de shows. J'ai l'impression que ce salon s'est un peu renfermé sur lui-même, il s'est un petit peu auto-centré, dans le sens où il est devenu un peu moins grand public et plus orienté vers les joueurs. Ouais. Nico, t'en penses quoi ? J'ai 2 questions. Est-ce que le Summer Game Fest est plus grand public que le 3 ? Et est-ce que le 3, c'était mieux avant ?
Alors comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un constat que j'avais pas forcément fait, mais cette espèce de renfermement sur soi-même me paraît évident maintenant que tu m'as ouvert les yeux. Et c'est vrai que c'était des confs à destination des joueurs, pas tellement d'efforts pour intégrer des gens extérieurs, des jeux très gamers aussi quelque part, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, et je suis pas un adepte du c'était mieux avant, mais je regrette là un petit peu les E3 il y a 5, 6, 7 ans, tu vois, où c'était un peu plus la folie, on avait notre planning de conf un peu plus avec des éditeurs un peu plus établis, c'était même plus ramassé. Même pour la presse, là qui couvre, les influenceurs, tous les vecteurs d'information qui galèrent, parce que là il y a des conférences tout le temps, ça n'arrête pas. À l'époque, c'est vrai que c'était tard. À l'époque des playoffs de NBA, au moins on avait la conférence Sony à 3h du mat et on enchaînait avec le dernier tour de NBA. C'était tard, c'était compliqué. Là les horaires sont un petit peu plus agréables pour l'Europe, mais c'est discontinu, quoi. C'était non-stop, et du coup t'as une espèce de ligne plate, tu vois. Enfin, chaque E3 avait au moins son élément marquant, son événement qui restait un peu dans les mémoires. Là, cette année, qu'est-ce que c'était l'événement marquant de Summer Game Fest ? Je sais pas. Et tu vois, on a vu que le Summer Game Fest, c'était pas tant la faute du Summer Game Fest, c'est vraiment une conjoncture des éléments qui font que, là, on a vu l'aspect numérique 100% dématérialisé, le fait qu'il manquait des grands noms, le fait que tout ça a fait que j'ai l'impression que ce Summer Game Fest est un petit peu plus pour les gamers, entre guillemets, et je pense que ça, Jeff Keighley, l'organisateur, il est dégoûté. Lui, son but, c'est être plus populaire et plus grand public que le 3. Enfin, Jeff Keighley, il est pas pro hardcore gamer, hein. Lui, ah non, au contraire, il veut ouvrir, je pense, le prisme. Après, c'était sa 2e année, je crois, le Summer Game Fest, si j'ai pas de bêtises. Pour lui, c'était juste une étape, c'est que le début. Bien sûr, mais en constat, si on lui dit, tu sais, on a un ressenti, nous, on a l'impression que c'est plus pour les gamers qu'avant, là où le 3, c'était quand même à la base de base un salon uniquement pour la presse, personne n'était invité hors professionnel. Là, plus récemment, dans les dernières éditions, il y avait des petits passe-droit en fait pour 5000 personnes, on va dire. Je pense là vraiment que lui c'est à l'opposé de la direction qu'il veut aller, mais c'est la conjoncture encore une fois. Ouais, puis finalement peut-être qu'il se dit écoutez, avec pour 2022 avec tout ce qui s'est passé, Covid et tout, finalement peut-être qu'on s'en sort pas si mal, hein. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, on vient de le voir, il manquait des grands noms, et surtout il manquait des grands noms japonais, Nintendo en tête, en tout cas pour le moment, peut-être en fin juin ils vont pointer le bout de leur nez. Mais bon, ceux qui étaient présents, il y en avait, mais ils étaient un petit peu timides. Il y a eu Sony, il y a eu Capcom, ils étaient là, mais ils ont fait 2 petites conférences de 30 minutes. Alors de là, il nous a manqué, tu vois, un versant du jeu vidéo qu'on apprécie particulièrement nous, c'est le jeu japonais. Alors, en forçant, on peut se souvenir de l'annonce de Koei Tecmo, mais bon, en japonais... c'est un peu, le totem, j'ai mon nom Jap. C'est vrai que souvent, ils bossent avec Namco Bandai ou quoi, et Microsoft. Et là, c'était peut-être presque l'anomalie de la conf, tiens, un jeu japonais, c'est vrai qu'ils existent. Ça nous a manqué, ça, oui, ça, pour passer pour des gros fans de Japon, on aime tous les types de jeux, hein, mais c'est vrai qu'on a une forte affection pour le jeu à la japonaise, hein, qui a quand même son style particulier, et là ça manquait un petit peu de ces jeux là qui nous parlent plus à nous, quoi. Ce qu'on disait au début, ce manque de variété, et là il y a un pan du jeu vidéo qui a une forte singularité, si tu l'enlèves, ça va un petit peu harmoniser tout le reste. Voilà, c'est encore une pièce de plus pour dire que heureusement qu'il y avait Capcom en fait, hein. Exactement, heureusement qu'il y avait Capcom. Au final, on a eu peu de Japon, on a eu peu de grands spectacles, on a eu peu de AAA, beaucoup d'indés. Alors, même la cérémonie d'ouverture, elle était un petit peu timide, Jeff Keighley nous l'avait annoncé pourtant, mais bon, voilà, au sortir, on est un peu mitigé sur cette édition du Summer Game Fest, et on va voir un petit peu, là, plus dans le détail, les raisons de notre désarroi, car en l'état, vous vous dites sûrement que j'abuse, parce que j'ai dit, il n'y a pas de AAA, il n'y a pas Tom Cruise, il n'y a pas de grosse voiture, du coup, je suis pas content. C'est des connards, ils sont jamais contents. C'est presque vrai. Parce que la vie est meilleure quand il y a Tom Cruise. Mais on va voir un petit peu qu'il y a d'autres raisons. On va prendre en tout cas quelques-unes des conférences et des prises de parole, et on va essayer d'en relever une problématique. On va commencer avec le Wholesome, une conférence d'1 heure qui a présenté 100 jeux en 1 heure, très rapidement. Wholesome, c'est quoi ? Wholesome, c'est des jeux qui sont wholesome et qui, en fait, des jeux qui nous font du bien, le contraire des jeux un petit peu, dégueun, anxiogènes, c'est des jeux peace, on va dire. Ouais, après moi je suis pas toujours à l'aise avec cette distinction-là, comme si t'avais des jeux qui te font pas du bien, c'est quoi les jeux pas wholesome, c'est un peu bizarre. Mais bon, oui, on voit que ça, c'est des jeux qui brassent des valeurs positives, colorées, machin. Mais la problématique, c'est que là, c'était une conférence de 1 heure, et en 1 heure, ils nous ont présenté pas moins de 100 jeux. Nico, est-ce que c'est trop de jeux en 1 heure ? Beaucoup trop de jeux. T'imagines le rythme, hein, je ne te ferai pas le calcul évidemment, mais s'il te plaît. Je sais pas, 1 heure, t'as le temps de développer, t'as le temps de balancer pas mal de jeux, mais 100 jeux,
c'est gigantesque, qui se souvient de quoi que ce soit? Overdose, un petit peu de jeux, un petit peu beaucoup de jeux indés. Alors, moi, j'ai l'impression, je suis tout à fait d'accord, j'abonde avec ce que tu dis, c'est beaucoup trop. J'ai aussi l'impression que ça nous montre aussi une certaine forme de réalité du marché, un reflet du marché, où là, on a vu que il y avait beaucoup de jeux indés, qu'il fallait se faire une place, pour communiquer, pour montrer un petit peu le nom de son jeu, montrer même 30 secondes, ça suffit pour un petit peu exister. Il y a plusieurs milliers de jeux qui sortent par mois sur Steam, c'est un petit peu énorme. On a toujours peur de cette indie-apocalypse. C'est une crainte qu'on a depuis plusieurs années. Néanmoins, là, juste, on l'a en face des yeux, on nous la montre. Regardez, dans un Summer Game Fest, on nous a présenté, je sais pas, 400 jeux, 500 jeux, j'en sais rien. Et là, on se dit, ouais, il y en a trop. C'est vrai, il y en a trop. Mais en fait, c'est une réalité. Et c'est le cas depuis plusieurs années. C'est juste que là, on le prend juste en pleine gueule, peut-être. Ouais, mais c'est con, justement, avait vocation à l'époque à faire un tri et à te présenter un peu la crème de la crème, tu vois, pour déjà ou mettre en avant ceux qui ont le plus de thunes, soyons pas naïfs, mais là, on à faire déjà un premier tri. Et là, t'as l'impression qu'on t'a tout balancé en mode vas-y, démerde-toi. Et clairement, c'était... Enfin, il y a déjà eu un tri, donc c'est pour vous dire à quel point il y a un nombre gargantuesque de jeux, c'est que là, ils en ont mis trop, ils en ont mis beaucoup, et pour autant, ça fait déjà énormément. Un petit mot sur Wholesome Games, justement, ceux qui ont organisé cet événement, c'est à la base un curateur, leur but, c'est de sélectionner, de mettre en avant une catégorie de jeux qui, pour eux, sont sous-représentés, mais à côté de ça, à côté de cette conférence, ils ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, ils ont une page Insta, Facebook, Twitter. Ils ont aussi une page Steam qui va justement nous informer sur les jeux Wholesome. Et là, c'est un petit peu bizarre, c'est qu'avec cette conférence, ils ont fait l'inverse de ce pourquoi ils existent, en fait. Et c'est assez dommage, parce que ils ont un bon fond, au-delà du fait que voilà la caractérisation d'un jeu Wholesome, qu'on soit d'accord ou pas, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, on s'en fiche, c'est que ils ont une envie de curation, ils sont là pour faire le tri et pour mettre en avant des jeux sous-représentés, et là, en fait, c'est l'inverse, quoi. Ouais, mais c'est quand même bizarre que l'événement où t'es mis en lumière, tu fasses le contraire de ce que tu fais toute l'année. C'est un peu contre-productif. Ratage. Ratage sur le Wholesome, c'est très dommage. On passe à l'IGN Summer of Gaming, qui, eux, ont adopté, en tout cas, une présentation différente des autres. Donc, on peut, en tout cas, soulever l'audace. Déjà, ils ont réfléchi, voilà. Ils ont fait une présentation qui était thématisée, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à présenter tous les jeux en pixel art, puis tous les jeux d'horreur, puis tous les jeux de gestion. Vous avez compris l'idée, ils ont thématisé leur show. C'est très intéressant, mais ça donne une forme d'unité à tous les jeux et on retient pas grand-chose. Au final, les jeux se suivent et se ressemblent, donc bien joué pour la forme. Mais... Voilà, c'est la bonne idée qui devient la pire idée, quoi. Parce que vraiment, moi je l'ai vécu, c'est que j'ai eu des enchaînements de jeux où je me suis dit, attends, c'est le même jeu ou c'est un jeu différent, quoi. Et là, déjà, avec l'ensemble des jeux présentés, on se mélange un peu les pinceaux. Là, avoir des jeux qui se ressemblent mis bout à bout, enfin, c'était la pire idée du monde, quoi. Donc voilà, encore une pièce de plus. Alors vous avez vu Wholesome, beaucoup de jeux Overdose, IGN Summer of Gaming thématisé. Ah, on retient pas. Il y avait beaucoup de jeux aussi, mais beaucoup de jeux thématisés. Alors vous avez compris que finalement, retenir les jeux, beaucoup de jeux, ça commence à être compliqué, mais ce n'est pas fini. Il y a le PC Gaming Show, qui historiquement, alors c'était l'un des premiers qui a popé à l'époque de l'E3, où il y avait vraiment que les grands cadors. Le PC Gaming Show, c'est l'un des premiers à dire, hey, nous on va faire un truc. Alors nous, ça nous avait un petit peu interloqué à l'époque. Voire endormi même, parce que c'était très long et un peu chiant quand même. Premier aussi, l'une des premières conférences à l'époque à être vraiment sponsorisée. Là où aujourd'hui, on se plaint encore à dire, attends, c'est quoi cette pub pour cette carte de crédit? Mais bon, il faut qu'ils vivent aussi. PC Gaming Show, à l'époque déjà, ils avaient leur pub. Tout ça pour dire que là, le PC Gaming Show, en termes de rythme, c'était pas mal. On va peut-être revenir un petit peu plus dans le détail. Moi, ce que je veux soulever, c'est que 2/3 des jeux du PC Gaming Show, ils étaient déjà vus. On les avait déjà vus précédemment, la veille, il y a 2 jours avant. Donc, c'était souvent des nouvelles vidéos, mais il y avait un petit sentiment de redite, en fait. Ouais, ça, c'est un des constats de la Summer Game Fest aussi, c'est qu'il y a des jeux qu'on a vus 2, 3, 4 fois, quoi. Et bon, tant mieux pour eux, mais bon... Est-ce que c'est ce qu'on attendait nous? Mais bon, après voilà, c'est du matraquage, c'est de la com. Encore une fois, on met 10 balles dans cette confusion. Ce jeu, on l'a vu, mais oui, on l'a vu 2 fois, 3 fois. Attends, c'est pas la même vidéo, d'accord? Ok, voilà, vous avez compris l'idée. On va juste, pour pas faire les ronchons, PC Gaming Show, on a quand même pu voir le nouveau jeu de Clé Entertainment, donc ces génies qu'on adore ici, qui touchent à tout et qui là nous ont présenté un beat'em up, sûrement encore une masterclass. On a vu aussi le nouveau 11 Bits, donc le développeur de This War of Mine et Frostpunk. Voilà, c'est pas des marrants, ils sont très très sérieux dans leur typologie de jeu, et là ils nous ont présenté un jeu
Alors je sais pas si vous avez vu le film de Duncan Jones qui s'appelle Moon, où on se retrouve dans une, alors c'est pas une station, c'est une station spatiale sur la Lune, hein. Sur la Lune, où là on va pas spoiler le film, mais si vous avez vu le trailer du nouveau jeu de 11 Bits, vous avez compris. En tout cas moi ce jeu m'a beaucoup intrigué, c'était une cinématique. Ouais, c'est vrai que j'allais dire c'est un jeu qui change un peu de ce qu'ils font d'habitude, mais peut-être pas, parce que ce sera peut-être plus jeu de gestion, stratégie ou quoi. À voir en tout cas, mais bon, c'est intriguant. Ouais. Voilà, j'ose même pas vous dire ce qui se passe dans le trailer, allez le voir, franchement ça vaut vraiment le coup, et à l'occasion, si vous avez l'opportunité de voir Moon, le film, n'hésitez pas. On passe à l'Xbox Extended, qui alors était une forme de Treehouse. Treehouse, c'était Nintendo aussi qui sont forts. Nintendo, ils ont inventé le format numérique, ils ont inventé le Treehouse, donc c'est une conférence qui pour Nintendo était accolée à la conférence de Nintendo et qui en fait nous mettait face aux développeurs et nous présentait plus avant les jeux précédemment présentés par exemple dans un Nintendo Direct de l'E3, il y avait du Monster Hunter. Dans le Treehouse, là, c'était manette en main avec les devs. On va voir 3/4 d'heure de Monster Hunter. Très sympa. Et là, Xbox Extended, c'est un petit peu la même chose. C'était le lendemain, je crois, ou 2 jours après. Alors, je te laisserai, Nico, en parler parce que t'as plutôt apprécié le rythme, t'as plutôt apprécié les jeux. Néanmoins, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de redites dans ce Summer Game Fest. Avec un Xbox Extended dont c'est la vocation de parler des jeux une fois encore, ça fait encore une conférence x2, ça fait encore j'ai revu ce jeu, encore de la redite, quoi. Ouais, mais moi je trouve ça cool parce que c'est vraiment pensé comme la conf numéro 2, la conf annexe. T'as vu la première avec le show, les annonces, le rythme. Si t'as aimé ça et que tu veux approfondir, t'as cette option. Donc je la vois vraiment comme un truc annexe, pas obligatoire en fait. Si ça avait été la seule conf Microsoft, je t'aurais dit c'est bizarre, c'est pas rythmé, c'est pas top. Mais vraiment là, c'était l'occasion d'approfondir clairement le côté extended, ce qu'on a vu avant. Je trouve que c'est une bonne formule en fait. Moi, je trouve, comme toi, que le format est très sympa, mais peut-être il n'était pas adapté à ce Summer Game Fest de cette année, là où, en fait, on a mangé, les jeux en x3, x4. Là, ça mettait encore, l'accent sur la redite, même si on le répète, le format était très sympa. On a pu voir les jeux un petit peu plus. On a même eu un One More Thing sur Stalker 2, qui était très sympa, une cinématique. Alors, on pourrait se dire que c'est dommage, pourquoi Stalker 2 n'était pas dans la conférence Xbox et Bethesda, mais c'était un petit peu pour respecter leurs paroles. On va y revenir tout à l'heure. Dans la conférence Xbox Bethesda, ils ont dit c'est fini les cinématiques, là on va vous montrer du gameplay, et là Microsoft voulait une conférence avec du gameplay, là c'était une cinématique, donc pas de Stalker 2 dans la conf. Ouais, alors la séquence était top, c'était même un peu émouvant et tout de voir des mecs, oui. On se rend pas compte quoi, mais les gars aujourd'hui ils font une pause du dev de leur jeu pour aller prendre les armes et tout pour se battre pour leur pays, c'est un truc de fou quoi. C'est un studio ukrainien. Ouais. Après, si je veux être très très cynique, je pense que ça aurait pu être un espèce de buzzkiller, qui venait péter l'ambiance de la conf initiale. Peut-être aussi. Mais bon, en tout cas, on voit même... Vraiment, allez voir cette cinématique, elle est très sympa, du fantastique dans Stalker 2. Moi, déjà, c'est un jeu qui me chauffe vraiment beaucoup, donc force à eux, et vivement Stalker 2. Pour l'instant, jeu décalé à 2023. On passe à une autre conférence, et là, on va arrêter un petit peu les reproches et dire que c'était toujours pareil, parce qu'on va parler de Netflix, un acteur qu'on n'attendait pas, et on a eu tort, je pense, de pas l'attendre. Donc, la semaine dernière, Netflix, ils étaient en train de présenter leur propre festival qui s'appelle la Geek Week. Pas dur, c'est pas évident. Pas mal. Donc la conférence de la Summer Game Fest de Netflix correspondait en fait au 5e jour des festivités de l'événement Netflix. Alors étonnamment, la conférence elle a été moins couverte par les médias et globalement tout le monde s'en fichait un peu, nous les premiers. Et c'est dommage car c'était une conférence qui était assez solide. Alors on a pu voir évidemment des adaptations de séries qui arrivent sur la plateforme Netflix, Dragon Age Absolution, Taken, Cuphead, Sonic Prime, mais aussi et surtout, j'étais très content, une surprise, Castlevania, la nouvelle série qui s'appelle Nocturne, qui mettra en scène Richter Belmont, le fils de Sypha et Trevor, qu'on a pu voir dans la première saison Castlevania, la première série Castlevania en 4 saisons, on vous en a parlé dans le Red Alert, et cette fois ça se passera pendant la Révolution française. On connaissait le pitch, il y avait eu des rumeurs, je crois même qu'on vous en parlait dans le Red Alert, mais en tout cas là le pitch il a été confirmé, et on a vu une première image de Richter. T'es chaud? Bah grave, on avait grave kiffé tous les deux la série initiale, donc la voir se poursuivre, en plus en reprenant la formule Castlevania qui décline à chaque héritier une nouvelle histoire, c'est plutôt cool. Très très bouillant. Netflix, ils ont aussi parlé d'adaptation de leur série maison, un jeu Casa de Papel, un jeu de dames un jeu d'échecs façon jeu de la dame. Classique, mais on peut voir un petit peu qu'ils déroulent leur versant jeu vidéo. Il y a eu aussi une présentation d'une exclusivité qui s'appelle Lucky Luna, qui est développée par le studio Snowman, donc qui a des jeux mobiles pas mal à succès, et qui proposera ici d'incarner une jeune fille à la recherche de son passé dans une aventure inspirée de la légende de la princesse Kaguya. C'est pour ça que je précise, parce que c'est assez connu. Tout ça pour dire que là, Netflix, boum, nouvelle licence, on investit avec un développeur solide,
Netflix, ça déroule. Ils déroulent aussi des partenariats avec Devolver. Devolver, ils sont arrivés avec 3 jeux, donc une variante de Reign, donc là qui s'appelle Three Kingdoms, c'est le jeu de façon Tinder, droite-gauche. Les mêmes développeurs que Card Shark. Card Shark, on en parle tout à l'heure, donc des mecs, est-ce qu'on peut dire que c'est des gars sûrs? Parce que Reign, des gars sûrs, carrément des gars sûrs. Parce que Reign, c'est vraiment trop bien. Ils ont proposé aussi un truc qui s'appelle Point Pie, donc j'y connais rien, moi ça a été, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils ont shadow droppé ça, donc pendant le Netflix, t'as un jeu qui est dispo, et ils ont présenté aussi Terranil, un city builder écolo qui était l'ouverture du Wholesome, et moi c'est un jeu qui m'a grave tapé dans l'œil, un jeu donc édité par Devolver. En gros, c'est un SimCity, mais façon écolo, où en fait tu vas devoir créer des bâtiments qui va favoriser l'évolution écologique. Franchement, ça a l'air trop bien. C'est dans l'air du temps et en plus c'est très très solide. Donc Devolver qui arrive avec 3 jeux. Ils ont aussi annoncé pas mal de jeux Netflix. Raji, on en a parlé. Ils ont parlé de Kentucky Route Zero, Oxenfree. Alors Oxenfree, ils ont racheté le studio Night School. Ouais. Mais bon, Oxenfree 2, c'est un peu plus compliqué. Il arrivera pas forcément sur Netflix parce que ça a été signé précédemment. Il avait été fait avant. Ouais. Et Immortality, un Sam Barlow. Donc tout ça mis bout à bout, on a quand même une conférence Netflix avec du contenu bien rythmé, solide, au sein même d'un festival qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ce festival, tu l'as un peu suivi de loin, ils avaient un jour film, comment ça se passait déjà? Ouais, c'était une semaine d'annonces. Alors ils ont leur brand Netflix Geek, qu'ils appellent, donc les trucs un peu plus à destination d'un public un peu geek. Et il y avait, c'était thématisé par jour, t'avais le jour des longs métrages, le jour où ils faisaient les annonces séries télé, le jour des annonces animation. Et le jeu vidéo était l'une de ces journées, quoi. Donc au final, on avait un petit peu survolé cet événement Netflix et c'était plutôt solide. Ouais, alors on pense qu'on veut de Netflix, mais il faudrait pas les sous-estimer. On voit que le jeu vidéo c'est important pour eux. À mon sens, ils font les choses bien, y aller petit à petit et pas genre en mode vas-y on rachète Electronic Arts et on arrive badaboum, quoi. Ils se la jouent pas Google pour le coup. Voilà, mais on voit en tout cas qu'ils ont clairement décidé d'investir le domaine avec des achats prudents mais pas inintéressants. Très malin, très pointu en fait. Et ils commencent déjà à dire, fin d'année, vous aurez déjà une 50aine de jeux accessibles dans vos abos gratos, on le rappelle, sans surplus. Oui. Ce qui est quand même pas dégueu, et on voit que tu l'as dit, le line-up commence à être plutôt sympa. Plutôt sérieux. Et à mon avis, comme tu l'as dit, faut pas prendre ça, traiter ça par-dessus la jambe. Je pense que Netflix va essayer vraiment de s'investir de plus en plus là-dedans, quoi. Là où depuis quelques mois, alors je vais pas dire qu'ils tirent la langue, mais ils ont des résultats un petit peu en baisse historiquement, ils vont prendre le versant jeu vidéo sérieux parce que justement ils vont se diversifier là où les abonnements commencent à taper un plafond de verre. Méfiez-vous de Netflix. Méfiat. On attaque un très gros morceau Xbox et Bethesda. Là, on est quand même sur la grosse conf historique, celle qu'on attendait, la seconde temps fort peut-être du Summer Game Fest après la cérémonie d'ouverture. Bilan rapide avant de rentrer dans le détail. Une conférence avec un bon rythme, comme d'hab, conférence très solide, des belles promesses. On l'a dit tout à l'heure, ils nous avaient annoncé du gameplay, pas de cinématique, vous allez voir du lourd les gars. Une conférence sans date de sortie pour les jeux, mais les jeux présentés pendant la com sortiront dans les 12 prochains mois, donc d'ici fin juin 2023. Microsoft qui enfonce le clou, on est dans du 100% Game Pass, ce que vous allez voir essentiellement à 98%, ce sera du Game Pass Day One. Et le plus étonnant, pas de gros jeux first party présentés d'ici la fin de l'année. Nico, en quelques mots, cette conférence Xbox Bethesda. Alors Xbox, j'ai l'impression que ça fait 3, 4 ou 5 ans qu'on conclut à chaque fois pareil, en mode ultra solide, de la variété, du jeu, du rythme, mais qui manque peut-être de temps fort, qui envoie pas du rêve forcément, qui reste toujours un peu pragmatique, et ce qui est bien plutôt cool dans le sens où c'est des jeux qui sortent dans les 12 mois, là ils ont voulu axer sur du gameplay, donc c'est cool, mais il manque toujours un petit peu quelque chose, je trouve. La force tranquille, mais l'audace, il manque l'audace peut-être. C'est ça, et puis comme tu l'as dit aussi, ce gros warning à mon sens, c'est qu'on parlait, quand on récapitulait un peu les annonces Xbox en amont de la Summer Game Fest, que pour l'instant 2022 c'était un peu année blanche pour les first party Xbox, on se dirige vers une année blanche complète a priori. Il y aura des jeux, mais on en parlera, mais on parle là de gros AAA flagship, des jeux qui te donnent envie d'acheter une machine, c'est un petit peu morne pleine, quoi. Est-ce que je voulais peut-être terminer le segment Xbox Bethesda, mais on peut peut-être le faire maintenant, sur les AAA, sur la fin d'année, on y va. Donc tu as parlé d'année blanche pour les AAA, first party, mais année blanche aussi pour la Xbox Series X, dont on n'a pas entendu le nom. C'est-à-dire que la boîte à Game Pass, la grosse, parce qu'il y a deux boîtes à Game Pass, il y a la série S, la série X, là on n'a même pas entendu le nom de série X. Alors je crois qu'il y a 2 occurrences dans toute la conf, mais c'est volontaire, on le sait, et ça va complètement dans le sens de leur stratégie, quoi. On oublie les consoles, et d'ailleurs, ils commencent déjà à parler des applis pour les téléconnecter, des dongles que tu pourras coller sur ta machine, donc
on voit qu'on avance encore dans cette stratégie-là, quoi. Donc pas de AAA first party pour Microsoft, même pas sur la fin d'année. Sur l'année complète, on peut parler d'ici la fin d'année de 2 jeux Obsidian, donc Penitent et Grounded, qu'on attend, qui ont l'air très cool. On n'est quand même pas dans le AAA qui tâche, néanmoins. Oui, puis Grounded, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'il est accessible en bêta, donc c'est pas non plus la nouveauté la plus fracassante. Donc année blanche, évidemment, pour la next-gen pour Microsoft, mais bon, ça s'explique par le fait que la demande reste plus élevée que l'offre, donc vis-à-vis du marché, il est logique que les constructeurs, mais aussi tous les éditeurs, freinent le passage aux jeux exclus Series, mais aussi PS5. Après, se permettre une année blanche pour Microsoft, Microsoft se permettre une année blanche. C'est-à-dire qu'ils ont la thune de se dire, oh, bon écoute, 2022, on fait l'impasse, on va alimenter le Game Pass, les tiers seront là, on va arroser, on va l'avoir, on va le voir par la suite, que quand il faut sortir le chéquier pour alimenter le Game Pass, ils sont là. Sony, ils peuvent un petit peu moins le faire. On va pas dire que la PS5 c'est la folie, c'est trop bien, elle tourne à plein régime. Non, c'est pas du tout le cas. Néanmoins, on a pu avoir Gran Turismo 5, Horizon 2, peut-être God of War Ragnarok. Alors on a quasiment un jeu tous les trimestres, donc c'est pas la folie, mais on a au moins une raison de un peu faire tourner la machine. Là où la série X... Oui, mais bon, faire tourner la machine, ta PS4 aurait pu suffire, parce que c'est 3 jeux cross-gen, donc de manière générale, la next-gen n'est pas forcément à la fête cette année, quoi. Ce qui s'explique par le marché, mais là ce que je voulais en venir, c'est que Microsoft, eux, l'année blanche, si ils ont fait, bon allez, cette année on l'oublie, ils peuvent se permettre. Sony, même en tirant, ils tirent la langue aussi, mais ils ont au moins assuré, on va dire, 3-4 jeux, quoi. Ouais, mais bon, je pense que Microsoft est quand même bien deg de pas pouvoir dire, on a 3 sorties en fin d'année, on va vous éclater. Tout à fait, mais des jeux, on va en parler. On va parler de 2 gros titres qui se sont vus décalés, c'est Starfield et Redfall. Tu veux commencer par lequel ? Peut-être Redfall, c'est celui qui a ouvert la conférence. Ma foi. Redfall, un jeu de Arkane... Austin, pardon, j'allais dire Arkane Lyon, parce que c'est mes préférés. Mais Arkane Austin, franchement, c'est très très solide aussi. C'est eux qui sont derrière Prey, la dernière version, celle qui est sortie, pas celle qui était annulée. Jeu excellent. Là, ils nous ont présenté un jeu vampirique coopératif. Première question, est-ce que c'est un jeu 100% coopératif ? Est-ce que c'est un jeu où il y a une partie solo ? Ça serait un monde ouvert aussi, un monde ouvert coopératif, donc on n'est pas sur... ça va être compliqué déjà à mettre en place tout ça. Ouais, alors quand même, la vidéo, je trouve qu'ils ont mis des mots-clés pour un peu exciter les joueurs qui, jusque-là, j'ai l'impression, n'étaient pas forcément emballés par le projet. C'était jouable en solo et en multi, et aussi monde ouvert, donc... On voit que Arkane, ils ont une formule d'immersive sim qui fait des super jeux, mais forcément ça se traduit pas immédiatement dans les ventes. Très pointu. Hein. Là, j'ai l'impression qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule, et à raison, parce que ça aurait été peut-être dommage de persister si tu vois que ça marche pas. Donc quelque chose dans l'air du temps, de la coop contre PVE machin. Après, il faudra voir effectivement si en termes de réglage, si c'est juste un mode solo avec des IA qui marchera pas tellement. Moi, si ça sera un vrai jeu intéressant derrière. L'ambiance, elle t'a plu ? Moi, il y avait quand même 2-3 panoramas, ils savent faire quand même. Ouais, c'est vrai que le début commençait sur un ton un peu classique, mais en fin de vidéo, on commençait à avoir du level design et de la direction artistique plutôt intéressante. Et c'est vrai que ça fait partie de leur qualité première, Arkane. On y jettera un œil, parce que de toute façon, ça sera Game Pass. donc vraiment très très stylé. En tout cas, voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. À un moment, Arkane, qui a 2 pôles, Lyon et Austin, ils ont envie de dire, faut faire de la maille, quoi. Nous faire des jeux pointus que la catégorie, en tout cas des gamers, adore. Très bonne réception presse, systématique, jeux loués par tout le monde, mais qui ne se vendent pas. Alors que paradoxalement, maintenant qu'ils ont été rachetés par Microsoft, ils peuvent peut-être se permettre d'avoir des jeux d'image où ça rend forcément des jeux qui font des millions. Peut-être qu'ils vont alterner, là, peut-être que c'est Lyon qui va se faire kiffer, Austin va assurer le fond de caisse. Après, on va savoir s'il faut c'était l'envie profonde de faire ce genre de jeu et qu'ils ont sauté dessus, on sait pas trop. Carrément, on leur souhaite le meilleur parce que voilà, Austin, ils méritent, on les aime beaucoup. L'autre gros morceau qui cette fois a clos la conférence, c'est Starfield. Alors je te jette dans l'espace comme le jeu des promesses, j'ai envie de dire. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas forcément client de l'esprit un peu des jeux Bethesda, les derniers Fallout, Elder Scrolls, c'est pas forcément les types de jeux qui nous font kiffer, mais je trouve qu'avec un peu de recul, ça restera peut-être l'événement de cette Summer Game Fest, le gros jeu de la Summer Game Fest. Enfin, on sait que Fallout et Skyrim, c'est des millions de ventes, Bethesda Games, quand il s'agit de vendre du jeu, ils font partie des top studios, quoi. Oui. Et ce qu'on a vu, même moi qui suis pas forcément client, j'ai quand même eu ce petit frisson en mode l'exploration, découvrir des mondes et tout, ça a l'air plutôt cool. Après, tu te dis, est-ce que c'est quand même peut-être pas finalement No Man's Sky qui a déjà fait un peu tout ça, mais là, peut-être avec plus de moyens. On a vu des sortes de villes, des PNJ, on voit que quand même ça sera beaucoup plus dense, il y a quand même un budget plus conséquent, une équipe plus importante derrière.
J'ai cru voir des photos et des bouts de trailer où justement la sortie de l'atmosphère seamless et tout, c'est peut-être pas si réel. Il y aurait un menu. Ah non, ils l'ont dit. Ouais, c'était pas prévu en fait. C'est que t'auras les phases sur les planètes et les phases dans l'espace, D'accord. mais genre t'auras un chargement entre les deux. Ok, donc tu confirmes le truc parce que j'ai vu façon Mass Effect un choix là où No Man's Sky répond à ce rêve, à cette promesse, et je trouve, alors peut-être que j'étais pas attentif pendant la conférence, mais on le voit dans le trailer quand même qu'il y a une sortie. C'est une cinématique, mais tu te dis. Mais il me semble que c'est dans la version extended de Todd Howard qui a parlé de ça. Et après, on le croit ou pas, hein, peut-être que c'est juste une excuse, mais qu'il a dit que cette phase de transition-là, en termes ludiques, n'apportait pas grand-chose et que du coup, pour eux, ça aurait été mobiliser beaucoup de moyens pour rien. Oui. Donc ça peut être aussi une réponse à No Man's Sky en disant, bah ils ont fait ça, bravo à vous, mais ça sert pas à grand-chose. Ou alors, peut-être c'est qu'ils avaient pas les moyens ou qu'ils avaient pas envie de faire ça. Donc on verra bien si c'est Skyrim dans l'espace. Un petit mot sur Todd Howard, Bethesda et tout. Faut qu'il arrête d'annoncer les jeux. Il a parlé de Fallout 5 en disant que de toute façon, Elder Scrolls 6 sortirait. J'en peux plus. Enfin, moi, je comprends pas cette communication. Non, déjà, ils ont annoncé Starfield et Elder Scrolls 6 en même temps. C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. On savait que c'est la même team. On savait qu'ils allaient faire les jeux les uns après les autres. Et là, alors qu'ils commencent à arriver au bout du premier, l'autre, il drop Fallout 5 comme ça. Et ce que je comprends pas aussi, et là, même peut-être que Microsoft, avec le chéquier, va apporter quelque chose, c'est comment Bethesda Games, qui est une grosse machine, peut pas avoir 2-3 équipes qui font des jeux en simultané comme beaucoup d'autres studios. Alors peut-être c'est une volonté de pas s'éparpiller, pourquoi pas. Mais là, on sait que Fallout 5, il y a au moins 10 ans d'attente, c'est certain, quoi. Nos gosses, ils joueront à Fallout 5. Peut-être, c'est même pas sûr. On va passer à un autre gros morceau, une surprise même. Ça a été Diablo 4, qui a pointé le bout de son nez sans petite pastille Game Pass. On peut y voir, j'imagine, une sorte de note d'intention pour dire « Ah bah oui, Diablo 4, tout se passe bien. Il va peut-être, en tout cas d'après les promesses, sortir d'ici 12 mois, d'ici juin 2023. J'y crois à moitié. En tout cas, je pense que c'était pour dire, vous savez, Activision Blizzard, c'est en cours, c'est pas officiel, mais regardez, il est là. Je pense que tu vois entériner le rachat avec la vraie signature avec Diablo 4, c'est-à-dire que Day One Diablo 4 sortira sur Game Pass, et là ils nous ont juste fait un petit clin d'œil. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme dans les séries télé américaines quand t'as le repas d'entraînement pour le mariage, je sais plus comment ils appellent ça. Oui, c'est vrai, oui. La répétition en fait. C'est juste, regardez, on a du Overwatch, on a du Diablo dans notre conf. Toi-même, tu sais que revient l'an prochain, ils seront dans le Game Pass Day One et tu seras content, quoi. Tellement. J'allais dire un truc par rapport au gameplay, la cinématique. Blizzard sont des maîtres en cinématique, c'est les plus belles en termes de réalisation et de technique. Et là, ils ont même respecté leur promesse de nous mettre du gameplay, en tout cas du in-engine dans le moteur, en nous présentant la classe des nécromanciens dans le moteur. Moi, j'étais choqué. Je t'avais dit, et ça, là, ce truc, je t'avais dit, c'est pas Diablo, c'est pas possible, c'est trop moche. Et la seconde d'après, ça affiche en gros Diablo 4. Mais ça a surpris un peu tout le monde. C'est vrai que Blizzard, on a l'habitude qu'ils drop des cinématiques parmi les plus belles de l'industrie. Bon, c'était une approche différente, mais... Ça a tenu les promesses, moi j'aime bien ça. Ouais, et puis c'est vrai que le jeu, alors je trouve pas forcément dans la version cinématique et tout, mais dans la version gameplay, la caméra plus éloignée en isométrique, il a grave de la gueule. Ça casse la bouche, je l'attends pas mal. Vite fait, alors c'était même pas prévu dans le déroulé, mais comme t'as parlé de Game Pass, YOLO, quoi. Quand même, allez, il y a eu du Riot, il y a eu une fournée de jeux free-to-play, mais qui seront sur le Game Pass avec tous les héros, tous les champions, qui va en fait vous faire et nous faire pas mal d'économies. Gros move de présenter le roster Riot, c'est stylé. Carrément. Alors c'est beaucoup du Game Pass PC et mobile, pas forcément beaucoup de consoles, parce que ça reste des jeux qui sont pensés pour ces supports avant tout. Mais voilà, tu vois, c'est un peu l'ouverture de Riot avec la série télé arcade, qu'on a adoré. Donc même moi, je me dis, Runeterra, le jeu de cartes, ça a l'air cool et tout. Donc touche pas à ça, je crois que c'est trop. On me met, tu vois, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Faut pas toucher à ça, c'est trop puissant pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont trop puissantes pour nous? Kojima est-il plus fort que tout le monde? Kojima qui a présent. Alors. Est-ce que t'es chaud pour nous refaire rapidement l'historique, le leak, Kojima qui arrive, y a pas de jeu? Alors j'aurais du mal parce que c'est un peu nébuleux en fait, et j'aimerais bien une clarification à un moment ou à un autre. On a l'impression, soit ils ont 2 projets, soit ils en ont 3 ou 4. Oui, on sait pas, c'est pas clair. Donc voilà, il y avait ces rumeurs depuis un moment que Kojima serait en discussion avec Microsoft pour un jeu qui tirait parti de la technologie cloud, là où Microsoft est fort là-dessus. C'est ce jeu-là qui vient d'être concrétisé, donc contrat signé mais 0 image, rien du tout, donc s'il faut le développement, on fait juste que commencer. Après, voilà, il y a eu ce leak d'un jeu qui serait Overdose, un jeu d'horreur avec Margaret Qualley qui reviendrait jouer, qui serait l'héroïne. Est-ce que c'est le même jeu ou pas? J'ai pas l'impression, ça serait un peu bizarre.
Après, on avait même vu... il y a ces rumeurs de Death Stranding 2, mais c'est pas vraiment Death Stranding 2, on sait juste que c'est Norman Reedus qui va reprendre le rôle. Est-ce qu'il va faire des jeux anthologiques c'est un poil ambigu, avec les mêmes acteurs que Death Stranding, mais sur d'autres jeux? Ouais. Alors, est-ce qu'on a vu aussi Kojima qui faisait un petit teasing sur Twitter avec Jeff Keighley, on sait qu'ils sont très proches. C'est vrai. Donc, on pouvait s'attendre à ce que ce trailer d'Overdose fasse partie de la Summer Game Fest du kick-off. Peut-être que ça, c'est pas impossible que Kojima Prod a été échaudé par le leak, qui se sont dit, bah, allez, niquez-vous. Je suis pas très poli, mais voilà, on annule le trailer parce qu'on veut pas fâché, quoi. Enfin, ça a gâché la fête, ça a gâché la surprise. Vous savez que voilà, nous les rumeurs, une fois que l'info est sortie, on vous les partage, on essaye de décrypter un petit peu ça, mais vraiment faire sortir une information, en tant que insider, on n'est pas spécialement fan dans le sens où il y a les devs derrière qui sont deg, et là on n'a jamais eu de conséquences directes. Là, Kojima, si c'est ce jeu-là, en fait, il a dit, tu vois, il faisait la gueule sur la vidéo et il a pas annoncé de jeu, il a pas montré de gameplay. Si c'est réel, moi je suis quand même assez content de dire mais ça c'est pas cool, les gars. Ce leak a potentiellement privé tout le monde d'un trailer en bonne et due forme. Après, surtout, ce qui gêne, c'est ce leak genre 2 jours avant le salon, tu vois, des leaks en amont, 6 mois après, tout, je comprends, mais juste dire la surprise au fait dans 2 minutes, ça va être ça, c'est un peu con. Surtout qu'il décrivait le trailer vraiment étape par étape, donc il nous gâchait même l'intégralité de ce que ça aurait montré. Je suis pas très convaincu par qu'on y ait gagné quelque chose à tout ça, quoi. Kojima qui signe avec Microsoft, on a pu voir des pétitions rigolotes pour dire que Kojima... Rigolote, ridicule, quoi. Ouais, mais bien sûr, on se moque d'eux plus qu'on rit, quoi. On se moque, évidemment. Sur ce point très précis, moi je trouve que Kojima est très malin à la façon de From Software, qui va voir au plus offrant et qui, à chaque fois, fait des coups d'éclat. Kojima fait valoir la concurrence et du coup dit moi j'ai ce projet, toi combien tu mets, moi je vais bénéficier de cette technologie, on se fait une exclue, d'accord, Death Stranding c'est une IP Sony, je vais développer ailleurs. C'est très bien, il faut faire jouer la concurrence. En tant que joueur, on sera 100% gagnant, on va avoir plus de jeux Kojima, mieux financés. C'est juste très très bien, quoi, en fait. C'est une star du milieu et ça fait des années qu'il est courtisé par Xbox. Il y avait eu des vannes à l'époque, dire Mr. Kojima, Jump In et tout. Ouais, voilà, quoi. Donc lui, je pense que l'expérience Konami, il a évidemment un peu traumatisé. Et là, ils ont bien répété que Kojima Prod, à l'aube des rumeurs de rachat par Sony, était indépendant. Quand t'es un studio indépendant, tu cherches des partenaires pour éditer des jeux. Donc c'est pas étonnant que les plus gros acteurs se pressent pour venir signer leurs jeux, quoi. On attendait Silksong chez Nintendo et on l'a su quelques minutes avant par un insider là sur Twitter qui se fait très précis et très pour l'instant il est 100% de réussite. 100% de réussite. On vous dit pas le nom, comme ça profitez des surprises. Mais Silksong a été annoncé, on a vu du gameplay, on l'a vu chez Microsoft. C'est un Day One Game Pass, trop bien, mais attention, c'est un jeu qui est multiplateforme. Néanmoins, Microsoft qui met sa petite griffe sur le jeu là où Nintendo avait la primeur quand même. À Microsoft, ils se sont dit, on n'a pas de banger à nous pour la conf, on va aller sortir, on va aller chercher les annonces ailleurs, quoi. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit tout à l'heure, quand on n'a pas de jeu first party et qu'il faut alimenter le Game Pass, et pas forcément alimenter le Game Pass, on dit pas ça de façon péjorative, avec des sous-jeux, avec des jeux qui sont efficaces, des gros noms, des grosses licences. Silksong, c'est un jeu indé de la Team Cherry qui est devenu un banger. C'est le jeu indé le plus attendu. Et là, Microsoft, il dit, ça sortira peut-être ailleurs, mais ça sortira surtout sur le Game Pass en Day One. Ça faisait plaisir. Voilà pour Microsoft et Bethesda. On va passer, je suis désolé, tu vois, on s'est dit, ça va être rapide. Ouais, moi, ça sera court, donc heureusement, ça va compenser, je pense. On va terminer par un dernier grand nom après Xbox et Bethesda. On va passer à Capcom. Capcom, 30 minutes du Japon. Ça nous a quand même fait plaisir. Avec une première partie sur Street Fighter 6, on va pas aller plus loin, mais avec un gros segment qui nous fait plaisir et qui nous touche, c'est Resident Evil Village notamment, qui se voit adjoindre un gros DLC avec 3 packs, avec une mise à jour sur Mercenaries, avec la possibilité de refaire Resident Evil Village à la 3e personne, et un nouveau DLC qui fait suite directe à l'épilogue du jeu, un épilogue qui sera aussi joué à la 3e personne. Perso, j'y vois une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire que là, ils nous disent en creux que l'histoire avec Rose, donc la fille d'Ethan, c'est terminé en fait. C'est que on va clôturer cette histoire dans le futur, qui est quand même 17 ans après, 16 ans après, ce qui, dans la diégèse de Resident Evil,
engendré beaucoup de choses. C'est-à-dire que Chris, il a 60 ou 70 ans, enfin, non, peut-être pas autant, mais il était vieux. Donc là, on va repartir dans le futur ou dans une dimension rêvée, c'est pas très très clair pour l'instant. Oui, ça a l'air d'être un périple un peu mental, quoi. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce DLC et de ce Resident Evil Village, la troisième personne? Alors, tous les deux, on avait été pas super avis par cet épilogue, justement, de RE8, où on se disait, oh là là, ça annonce un RE9 qui va dans une direction qui nous paraissait un peu bancale. Finalement, peut-être que c'était le plan et qu'ils se sont dit, on a une autre idée, une meilleure idée, et donc, le DLC va clôturer ce petit truc-là et on passera à autre chose pour le 9. On va voir, on espère, du coup. Mais, En tout cas, on est, je pense... assez d'accord pour dire que Resident Evil 9 sera sûrement un TPS, parce que là, voilà, ils remettent le TPS bien sur le devant de la scène. Avec... Là, je ne signe pas ta déclaration. Moi, je signe. Je vous dis Resident Evil 9 en TPS, parce que là, voilà, les remakes, c'est du TPS, le RE8 Village façon TPS, le DLC façon TPS. Je pense qu'ils vont faire un retour dans le passé au niveau du gameplay, mais aussi un retour dans le passé au niveau du scénario, de la diégèse, comme je vous le dis. Ils vont revenir aux héros en âge de se battre. Donc, les héros qu'on connaît, hein, les Léon, les Jill, les Chris. C'est triste, mais c'est un peu ce que j'appelle la Skywalker tragédie, c'est-à-dire que voilà, on est dans un univers dans Star Wars qui peut exploiter l'ensemble des galaxies et du confin, mais on s'intéresse à 100 ans de l'histoire sur 3 pauvres planètes. Resident Evil, c'est la même chose, c'est commercial, c'est marketing, c'est triste. Mais moi, je mets vraiment, et bien plus que 10 balles, sur le fait qu'au moins, on va revenir dans le passé. Et puis, de toute façon, le FPS, c'est pas fini, parce que peut-être qu'on parlait récemment d'un Resident Evil 1 remake, en tout cas, qu'on appelle de nos voeux, je sais pas, j'osais pas le dire, mais qui est peut-être probable, même avant le remake de Code Veronica, Resident Evil 1 va peut-être revenir. Moi, je mets une pièce là sur le fait que lui sera en FPS. Et que là, du coup, on va pas abandonner les FPS totalement. Il va y avoir une sorte d'alternance entre les remakes et les canons. Ouais. En tout cas, on a vu Resident Evil 4 remake cette fois, encore une fois en TPS. On l'a vu très peu, mais est-ce qu'on est chaud? On est chaud, ouais, enfin carrément. Après, c'est vrai que là, ce qu'on a vu, ça montre quand même que il twiste un peu l'ambiance du jeu originel, où l'arrivée dans le village, ça se passait 2 jours. Là, c'est quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus déjà un peu plus flippant. Ouais. Est-ce que ça sera la même chose pour le reste du jeu? Mais en tout cas. Ça m'a un peu chauffé, ouais. Rappelez-vous toutes les versions de Resident Evil 4 abandonnées, plus sur les fantômes, plus mystiques. J'ai l'impression qu'il y a un feeling un petit peu là-dessus, un peu plus angoissant. On sait qu'ils vont retravailler le scénario. Le côté un petit peu nanar de Resident Evil 4 qui collait en fait à tout ce gameplay arcade, et en fait les deux étaient formés une symbiose qui était parfaite. Tout ce gameplay où il faut mettre des patates dans des échelles, où en fait on est cloué au sol parce qu'à l'époque on pouvait pas se déplacer en shootant, là et en fait tout va être bouleversé. Ouais, ça passera moins bien aujourd'hui, je pense. Très hâte de voir ça très rapidement. Exoprimal, qu'est-ce que t'en penses? Juste, alors c'est pas mon délire, mais c'est un jeu, c'est un peu le Overwatch de Capcom, hein, où tu affrontes Overwatch 2 plutôt, parce que c'est de la coop. Des hordes de dinosaures. Alors c'est pas du tout mon délire, mais ça a l'air rigolo. Ouais. En tout cas, techniquement, moi ça me fait rigoler, et de voir vraiment des tornades et des nuages de dinos qui t'arrivent sur la gueule, et toi en fait t'as des mechas, donc c'est des méca dinos, quoi. Puis il a l'air d'avoir un contexte scénaristique complètement what the fuck, enfin du pur Capcom qui part en live, quoi. Allez, c'est pas terminé, un dernier mot sur un dernier événement avant de passer au top 3. C'est Ubisoft qui nous a donné rendez-vous non pas dans une conférence, mais dans un petit live dédié, alors de quelques minutes. Hein. Ubisoft qui nous a fait perdre 5 minutes de notre vie. Entièrement dédié à Assassin's Creed, aux 15 ans de la saga. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On va pas revenir en détail, mais on a vu quand même pas mal de contenu pour Valhalla, qui lâche pas l'affaire, qui lâche pas du tout l'affaire. Un mode roguelite. Alors toujours pareil, hein, un roguelite. Moi je trouve que Ubisoft est encore en suiveur et qui arrive en disant ouais, un nouveau mode avec du roguelite. Ouais, mais vivement le deck building dans 2 ans. Ouais, un petit peu en retard. Il nous donne cet event nous donnait rendez-vous en septembre, où là on va avoir la suite et l'avenir de la saga Assassin's Creed. Ouais, alors là ils annoncent une conf pour les 15 ans en mode ah là là, on fait le point et on en parle du futur, pour nous dire au bout d'une minute 30 que le prochain jeu sera annoncé en septembre. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Enfin, les mecs, ils sont tapés 1 heure de live sur Assassin's Origins en 60 FPS. Le jeu, il a 4 ans maintenant. Ouais, c'était... Enfin, quand t'as rien à dire, dis rien, quoi. C'est vrai, ça. On a vu un joli logo.
Le logo est classe pour les 15 ans. Le logo est classe. Assassin's Creed, c'est une saga qu'on aime beaucoup. On pense qu'il y aura une petite actu d'ici l'année prochaine, peut-être, d'ici la fin de l'année. En tout cas, si il parle de dévoiler le nouveau jeu en septembre, à mon avis, c'est que c'est plus une sortie pour mars que pour la fin d'année, quoi. Qui serait Assassin's Creed Rift, en tout cas en nom de code, qui était à la base un DLC de Valhalla. Faut arrêter Valhalla, c'est bon les gars, c'est fini. Et là, ils auraient switché en fait ce DLC en vrai jeu canon dense, même si les DLC de Valhalla font 30 heures. Hein, donc, Ouais, mais on parlerait d'un jeu beaucoup plus infiltration, peut-être moins vaste qu'à l'époque, et qui serait un peu aussi dans le Moyen-Orient, tout ça, donc pourquoi pas, En tout cas, un Ubisoft discret sur les annonces, sur le Summer Game Fest, pas de conférence. Assassin's Creed, il nous donne rendez-vous en septembre. Voilà, la restructuration éditoriale, on est en plein dedans. Prince of Persia, le remake des Seigneurs du Temps, en plus du fait qu'il est revenu à Montréal et reporté de façon inéditée, quoi. Là, vraiment, on sait pas où ils en sont. Là, je pense qu'Ubisoft, ils sont en train vraiment de se calmer. Là. Comment on dit là quand tu laisses passer la tempête, voilà, c'est un blackout en attendant des jours meilleurs, quoi. Voilà, écoutez, vivement qu'on puisse parler d'Ubisoft plus sereinement. Voilà pour ce bilan du Summer Game Fest. Je suis désolé, j'ai fait peut-être un petit peu long. C'était quand même riche et dense cette semaine et demie d'annonces, donc... Finalement, il y avait des choses à dire. Il est l'heure de passer au top 3. Top 3 cette semaine qui se contorsionne encore une fois à l'heure du Summer Game Fest. On va vous faire le top 3 des jeux qu'on retient du Summer Game Fest. Mais attention, on a décidé de pas vous parler de Resident Evil 4 Remake, de The Callisto Protocol, de Final Fantasy XVI, des jeux qui ont sûrement qui auraient trusté les un peu trop évident, quoi. Là, dans ce nuage de jeux indés, dans ce nuage de trop plein de jeux, voilà, en tout cas, nous, on va vous faire une sélection. Voilà le top 3 des jeux qu'on retient du Summer Game Fest. Go pour ton top 3. Alors, le premier porte très bien son nom parce qu'il s'appelle Undetected et je ne l'avais effectivement pas détecté pendant ces annonces-là. C'est ma boule. Alors, je sais pas s'il a été annoncé pendant le salon ou s'il a fait partie d'une conf. Le fait est que je l'ai découvert un peu par hasard hier. Donc c'est tout bêtement un clone de MGS1, donc vraiment en mode 3D vu de dessus, on se colle contre les murs, la caméra bascule, avec ce côté polygone un peu grossier. Alors faudra voir s'il y a un vrai jeu derrière juste la parodie rigolote. C'est vraiment une parodie, c'est un pastiche. Hein, ouais, parce que même dans la typo on voit les artworks à la Shinkawa et tout. C'est vraiment un décalque de MGS1. Donc est-ce que ça sera cool ? Dans le même ordre d'idée aussi, t'as le Agent 64 Spies Never Die qui est un décalque du GoldenEye 64. Façon 64. On voit vraiment que t'as cette nostalgie de certains jeux, les mecs en refont des sortes de rip-off. Est-ce qu'au-delà de l'exercice de style, il y a des vrais jeux derrière ? On verra après, quoi. Moi, j'ai peut-être 2 GOTY, là, dans ce que tu as dans ce top 3. Ça me chauffe vraiment beaucoup. Moi, je vous propose un top 3, en fait, articulé autour du Metroidvania. Des jeux indés, il y en a eu beaucoup, et des Metroidvania, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, je vous ai fait un petit tri de 3 Metroidvania. Le premier, mon top 3, c'est Myra The Legend of the Jeans. Donc moi, il m'a beaucoup intéressé parce que je l'ai trouvé déjà très joli, mais c'est un jeu qui reprend, qui se fait sien les légendes du Maghreb, de l'Afrique du Nord. C'est quelque chose qui est assez rare, même dans les Prince of Persia, la mythologie maghrébine. On l'a pas vu. On a dans Prince of Persia 2 le Dahaka qui a fait une apparition qui est assez remarquée. Mais bon là, c'est vraiment, ils ont pris à bras le corps ça, et moi ça me chauffe beaucoup. Un jeu qui a été initialement financé sur Kickstarter. Voilà. Je sais pas si toi ça te branche, mais c'est mon premier Metroidvania de ce top. On passe à ton top 2. Mon top 2, c'est Pentiment, donc on en parlait, le fameux jeu d'Obsidian, développé par le lead programmeur, enfin game designer sur Fallout New Vegas. Donc on en parlait il y a 3 émissions dans les rumeurs, c'est un des projets qui était en rumeur, donc une sorte de Disco Elysium dans le monde de la Renaissance. Alors on est plus en Allemagne a priori qu'en France, mais qui reprend le style graphique des enluminures de l'époque et tout. C'est un peu Card Shark spin-off, quoi. En tout cas, c'est un peu dans le délire, mais c'est là aussi, t'as une enquête à mener, donc tu incarnes un artiste et tu dois mener une enquête. Si j'ai bien compris, ça va s'étaler sur plus de 25 ans, donc tu vas voir les personnages grandir et évoluer. Et ça m'intrigue grave, et si le scénar et tout sont au rendez-vous, ça peut être super cool. Ça a l'air très très sympa, et toi qui as été vraiment convaincu par Card Shark, je pense, tu envoies une sorte d'extension non officielle. C'est vrai. Mon top 2, c'est The Last Case of Benedict Fox, qui est là un Metroidvania aussi très très beau.
un peu moins vertical sur le coup, et qui va nous mettre en scène un Boston des années 20 dans une ambiance Lovecraftienne avec des pouvoirs de ouf, qui sera disponible sur le Game Pass. Moi j'étais vraiment enjoué, complètement convaincu par l'aspect graphique et la promesse de ce Benedict Fox. Est-ce qu'il t'a tapé dans l'œil aussi ? Ouais, aussi, ouais. Si tu l'avais pas mis dans ton top, j'aurais peut-être mis moi. Il a l'air très très sympa. Donc vivement, il n'y a pas de... C'est cette année, je crois, ça. Ah, désolé, j'ai vu, pas bien préparé. Ton top 1, c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué de ce Summer Game Fest ? Je suis resté fidèle à ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, The Plucky Squire, donc jeu de Devolver avec ce livre d'images qui prend vie, et voilà, le héros qui pop du livre pour visiter le vrai monde, ça a l'air super cool, des gameplays variés, c'est méga beau. Incroyable. Donc je reste vraiment sur cette bonne impression, quoi. Tu t'es pas menti et tu nous as pas menti, merci pour cette honnêteté. Et mon top 1, c'est The Last Face, après The Last Case, vraiment c'est très original au niveau des noms. Et un autre jeu, encore une fois, développé et financé sur Kickstarter. Et donc The Last Face, c'est quoi, pour vous dire ? En gros, c'est un Metroidvania en pixel art sublimissime, façon Blasphemous, mais là qui aurait fusionné avec l'ambiance de Bloodborne. J'en dis pas plus, je pense que c'est... un petit délire Castlevania dans le design du héros aussi. Même dans les armes, vraiment, l'animation incroyable. Mais vraiment, allez voir Blasphemous et fusionner à Bloodborne. Mais allez voir tout simplement le trailer de The Last Face. Ça a l'air vraiment génial. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez retenu du Summer Game Fest, au-delà de FF16, hein, sinon on sait bien que c'est le top 1. Et quoi ? Comme tu drops ça, l'air de rien. Ouais, bien sûr que je drop ça. L'air de rien, est-ce que toi, tu vas dropper une chronique, sortie d'outre-tombe de l'histoire de France, en tout cas ? Card Shark, donc jeu qui, de prime abord, j'avoue, ça fait pas trop sexy. Hein. Pourquoi ? Le titre, d'abord, Card Shark, c'est quoi ? C'est chelou. C'est dur à dire. C'est une expression anglaise, hein, donc Card Shark ou Card Sharp, qui est une expression pour désigner un joueur qui utilise la tricherie pour gagner au jeu de cartes. Ah, ok, trop bien. Et là, finalement, le titre est parfait parce que ça renseigne admirablement sur le but du jeu. Ok. Ensuite, deuxième truc bizarre, tu dis un jeu de cartes, deck building, relou. Enfin, moi, je sais que ça me plaît pas des masses. Trop bien. Mais là, Kenavo, j'allais dire, mais pas du tout. Kenavo, c'est pas du tout. Non, c'est bonjour et au revoir. C'est bonjour, je crois, Kenavo. Mais c'est pas du tout. Hein. C'est beaucoup plus proche, finalement, d'un sort de jeu d'énigmes, en fait, avec une forte composante narrative. En fait, on joue finalement jamais vraiment aux cartes. Donc, c'est un jeu qui nous apprend à tricher pour remporter des parties de cartes et qui tisse un scénario assez présent. C'est pas vraiment le même délire, mais si je devais choisir un jeu qui s'en rapproche, je dirais peut-être Professeur Layton, un peu dans ce mélange mi-énigme, mais avec un scénario vraiment mis en avant, avec des rebondissements et tout. Il se passe des trucs, il y a des meurtres et des retournements de situation. Quoi. Ouais, carrément. Okay. Donc c'est le nouveau jeu de Devolver, développé par l'équipe de Narial, donc tu en parlais tout à l'heure, c'est un studio londonien créé par un Français, donc François Alliot, et il y a plein de Français d'ailleurs au générique, et c'est le studio derrière les jeux Reigns, tu le disais, sorte de Tinder-like, c'était un sorte de jeu de stratégie qui utilisait déjà des cartes en fait. Un peu le jeu de gestion, il fallait miser sur quoi conserver, enfin c'est génial franchement. Il était super, et même il doit y avoir des versions vraiment pas chères du tout sur iOS ou téléphone. Il y avait une extension Game of Thrones qui était même plutôt cool. Donc on voit que c'est un studio qui a une ligne édite bien marquée, c'est un peu composé autour du jeu de cartes, mais sans tomber dans le jeu de cartes traditionnel, et c'est toujours de trouver un twist rigolo, et ça, je trouve ça plutôt cool. En tout cas, en tant que héros, on accompagne le comte de Saint-Germain, qui est un fiefé tricheur, et qui est lui-même accommodé au code de la cour du roi dans une France du XVIIIe siècle. Et déjà, c'est rigolo parce qu'on est en France, on passe par plein de villes-étapes au cours de notre périple, et notamment par Toulouse. Non, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. C'est très tôt dans le jeu, en plus. C'est très tôt dans le jeu. On commence dans le sud de la France, et notamment, il y a Agen aussi. Que tu connais un petit peu. Et il y a après Toulouse, la place du... Alors, c'est pas la place du Capitole, mais il nomme vraiment le Capitole. On voit pas grand-chose, hein. C'était quand même quelques plans fixes. C'est un écran. C'est un écran. À Toulouse, en l'occurrence, c'est en intérieur que ça se passe, mais le plan de présentation du setup de Toulouse... écoute, moi, quand on est en charrette et quand il nous dit on va à Toulouse, moi, ça m'a fait un On s'est senti à la maison. En plus, le jeu est magnifique, hein, c'est de la 2D avec des aplats de couleurs super classe et tout. C'est un livre ouvert, quoi. Vraiment, c'est sublime. Donc ce conte-là, en plus de nous enseigner les bonnes manières, il va surtout nous révéler de nombreuses techniques pour apprendre à tricher aux cartes et l'aider à déplumer des adversaires. Chaque fois, on va être un petit peu son wingman. Et au fur et à mesure de ça, va se dessiner une intrigue qui va être un peu plus pimentée que prévu. Hein. Donc on va même déjouer un complot et résoudre des mystères à la cour du roi Louis XV. Ouais. Donc là, j'en dis pas trop, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements. Il se passe plein de trucs ? Il se passe pas mal de trucs, ouais, avec même certains twists plutôt sympas.
Et on va même croiser quelques figures historiques de l'époque, là aussi je dis pas qui, pour garder la surprise. Mais moi vraiment l'histoire c'était ce qui m'a accroché, qui m'a conquis, au-delà de l'ambiance et du rythme qui est plutôt cool. Ouais. Donc après c'est la question comment ça se joue, parce que ce jeu de cartes qui n'est pas un jeu de cartes c'est un peu intriguant. Donc on va passer, je l'ai dit, de lieu en lieu et de pigeon en pigeon pour progresser dans le scénario. Et à chaque nouvelle étape, en fait, le comte va nous apprendre une nouvelle technique de triche. Donc cette technique, il faudra d'abord assimiler avec lui, donc en s'entraînant, en essayant un petit peu de comprendre comment ça marche, avant de l'utiliser plus tard en conditions réelles pour réussir à tricher et remporter la partie et donc de l'argent. Donc comment ça se traduit cette technique justement ? C'est des manipulations à la manette finalement assez logiques, on va dire, par rapport au mouvement qu'on te demande à chaque fois. Le contrôle manette va être un petit peu en réaction à ça. T'as un petit peu de QTE, un petit peu de stick. Donc c'est ça, donc c'est un peu des formes de mini-jeux à chaque fois. Donc on a, par exemple, on va verser un verre de vin à quelqu'un, et pendant ce temps-là, ça nous permet de jeter un œil à son jeu de cartes. Et donc là, on verse le vin en utilisant le stick droit de la manette, et plus on l'incline fort, plus on va verser vite, et donc moins on aura de temps pour voir le jeu de l'adversaire. Alors merci pour cette précision, parce que en fait le jeu est très malin et le jeu est très précis. C'est que s'il vous demande de verser ce vin avec parcimonie, ne vous dites pas je suis dans un jeu vidéo, on me demande de faire droite, je fais droite. C'est ce que j'ai fait moi comme un gros bœuf, et en fait ça m'a rendu le jeu vraiment beaucoup plus difficile, parce que pendant que tu verses du vin, en fait tu vas jeter un œil par-dessus l'épaule de celui qui joue aux cartes, et tu vas regarder pour indiquer en fait à ton compère comment tricher. Et en fait, c'est vraiment le stick, allez-y tranquille, soyez bien sensible, et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que essayez de lire les consignes au premier degré. Si on vous dit qu'il faut faire doucement pour regarder par-dessus l'épaule, faites doucement. Moi, il y a pas mal de règles de jeu que j'ai pas compris, en fait par automatisme et habitude du jeu vidéo, parce que j'ai des mécaniques souvent en tête par l'expérience, on va dire, de tous ces jeux que j'ai fait, et en fait non, le jeu il te dit si tu fais ça, écoute bien un petit peu, parce que c'est pas très c'est peut-être trop bien expliqué, et toi en tant que joueur tu te dis ouais je connais ça, laisse-moi faire. Au-delà de ça, tu commences à l'évoquer, il y a aussi des sortes de QTE où il faut appuyer sur des boutons dans le bon timing, par exemple pour prendre une carte du paquet et la planquer dans sa main, oui. Ou bien pour jeter une pièce en l'air et avoir pile ou face, essayer de contrôler un petit peu ce qu'on veut comme résultat. Ou encore un dernier exemple, on choisit avec le stick par exemple à quelle hauteur notre main va attraper un verre en fait, et donc ça va renseigner notre complice sur les cartes qu'on aura observées juste avant pour lui dire un petit peu la valeur de la carte la plus forte de l'adversaire. Donc à chaque fois on a ce côté un peu ludique de ces mini-jeux. On n'est pas vraiment dans l'anecdotique, ça reste quand même des manipulations un petit peu qu'il faut apprendre, qu'il faut s'entraîner et tout, c'est quand même un petit peu développé, quoi. T'as une vraie logique, mais une logique dans le temps, c'est qu'on a plusieurs manipulations à faire. Le jeu va pas tout le temps t'indiquer ce qu'il faut faire une fois qu'on t'a appris le tour, en fait. On a vraiment une responsabilisation du joueur où on t'explique une triche, c'est à toi de l'effectuer et à toi après de t'en rappeler, quoi. Ouais, parce que ces manips, elles sont jamais trop complexes, mais bon, plus le jeu progresse, plus ça va être des tours qui vont être un peu complexes à appréhender, avec beaucoup plus de paramètres à retenir. Et du coup, en plus de la dextérité à la manette et de la logique qu'il faut comprendre le jeu pour l'appliquer, il y a aussi un petit peu de mémoire qui doit être mise en cause. Et moi, c'est vrai que ça m'arrivait de délaisser le jeu pendant quelques jours. Ouais. C'est une très mauvaise idée, parce que tu vas peut-être tomber de manière inopinée sur un mini-jeu que tu maîtrisais à l'époque, et là tu sais plus trop comment ça marche, et ça peut t'amener dans des bas-fonds, on va en parler tout à l'heure. Les tours de passe-passe, plus ça passe, plus le jeu se déroule, plus il se complexifie, mais ils se combinent entre eux aussi. Ouais. C'est ça qui est un peu... Et ce qui est cool, c'est qu'on te laisse quand même une place pour un peu l'adaptation, c'est-à-dire que on va t'apprendre certains tours, et dans la situation pratique, peut-être qu'il y aura un paramètre qui va changer de manière légère, et ça va te demander, toi, de t'adapter un petit peu. Okay. Alors c'est pas forcément toujours évident, ça on en parlera un peu à la fin. Okay. Comme tu l'as dit, des fois on comprend pas forcément tout de manière assez limpide, mais ça te donne une responsabilisation, tu l'as dit, où t'es pas juste là bêtement en train de reproduire ce qu'on t'a appris. Faut être attentif. Voilà. Donc évidemment là aussi on peut se tromper dans ces manips, et si on met trop de temps à accomplir le tour, on a une jauge de suspicion de l'ennemi qui augmente en bas de l'écran, et une fois que cette jauge est remplie, là on a perdu, parce que l'adversaire a vu qu'on avait triché. Donc il y a quand même des notions, on gagne pas à tous les coups là-dessus, quoi. Oui. Donc ces tours là, on l'a dit, c'est une phase d'apprentissage en fait, on va t'apprendre comment ils fonctionnent. Donc ce qui est bien, je l'ai dit, c'est qu'on te laisse une large place pour les comprendre, c'est à toi vraiment de comprendre le tour pour l'assimiler. Ouais. C'est pas juste tiens le tuto, appuie sur ces boutons là et tu comprends pas ce que tu fais, mais tu reproduis un petit peu bêtement. Et ce qui est pas cool vraiment, comme on l'a dit, c'est que des fois on nous demande quelque chose qui n'est pas évident pour nous, qui est évident pour les devs, et voilà, quand tu n'arrives pas à comprendre, on aurait aimé qu'il y ait un deuxième niveau, un peu plus de pédagogie qui intervienne,
où là le jeu comprenne que tu galères et te dévoile un peu le tour de manière plus détaillée pour que tu puisses l'assimiler. Moi, c'est vrai que vers la fin du jeu, je suis arrivé à un sort de blocage. Je pense que là, ça dépend vraiment de votre esprit en fonction de comment t'appréhendes la réflexion et tout. Il y a des tours qui, pour moi, vont paraître évidents et qui le seront pas pour quelqu'un d'autre. Et là, celui qui m'a un petit peu bloqué, c'est que je captais pas ce qu'on me demandait, quoi. Et même en demandant les indices, en refaisant les tutos, c'était pas forcément très clair, quoi. Donc ça, c'est un petit regret quand même là-dessus. J'ai eu la même déconvenue, moi, plutôt dans le jeu, parce que je suis pas allé très très loin, mais où la règle était assez clair, et c'est moi en fait qui me suis tordu l'esprit à essayer de trouver une logique là où en fait le jeu me demandait pas spécialement. Je peux le raconter parce que c'est pas très très spoilant. En gros, c'est que t'es devant une table et puis il y a 4 joueurs devant toi, et en fait tu dois ramasser les cartes dans un certain ordre de gauche à droite, et en fait les joueurs qui étaient en face de moi ont leurs cartes à l'envers. Et en fait, moi, je réfléchissais gauche et droite avec les cartes. Je remettais les cartes à l'endroit. Et donc, j'avais toute une mécanique dans ma tête qui était finalement assez complexe. Et je me suis vraiment complexifié le jeu tout seul. Et en fait, non, le jeu, il te dit, mais non, tu ramasses les cartes de gauche à droite, même si elles sont à l'envers, dans l'ordre où toi, tu les vois. Oui. Donc, je me suis tout seul auto-flagellé. Et ce qui est un peu pénible, c'est que ces séquences de jeux un peu ludiques, elles peuvent durer 3-4 minutes. Et si tu vois que tu te loupes dès le début, faudra quand même que tu ailles au bout de la séquence en entier pour te dire, en plus tu sais que t'as perdu, donc t'es un peu deg. On aurait aimé des fois pouvoir zapper ou accélérer un peu les dialogues ou ces séquences quand tu sais que c'est déjà perdu d'avance. C'est vrai, ça rajoute une petite couche de frustration, ça c'est un petit peu dommage. Donc je l'ai dit, entre ces étapes de jeu, en fait, on a affaire à des scénettes qui vont raconter une histoire intrigante. Et là où le jeu, je trouvais brillant, c'est quand justement le jeu et la narration convergent vraiment pour faire nous mettre face à des moments un petit peu remarquables, où là t'as la narration qui trouve un écho direct dans le gameplay, et ça procure, je trouve, des moments de tension assez ouf. C'est-à-dire qu'on met dans une situation où, comme d'habitude, tu vas devoir tricher dans un jeu, mais par exemple, quelqu'un va te menacer avec un pistolet, t'as le temps qui est beaucoup plus limité, et là, t'as beau connaître les mouvements et tout, t'as la petite pression, t'as la mémoire qui flanche et tout, donc avec le stress, vraiment, on perd un petit peu nos réflexes, et tu peux paniquer un peu, vraiment, c'est les moments les plus intéressants du jeu, je trouve. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a de la tension, et en plus là vous vous dites le temps des cartes et des tricheries machin. Non, mais il y a des guns, il y a des épées, ça se bat, il se passe plein de trucs, c'est hyper puis le scénar amène vraiment sur un complot avec des choses sérieuses, donc t'as des gens qui vont vouloir se battre aussi pour protéger certains secrets et tout, donc ça prend une tournure quand même un petit peu sérieuse et dramatique derrière. Je trouve que les personnages ont beaucoup de personnalité. Notre héros est sourd et muet, c'est pour ça qu'il arrive aussi à s'exprimer à travers son maître, on va dire, et puis tous les tours qu'il fait, et ça dégage une ambiance de ouf, et les persos vraiment ils sont super forts, quoi. Carrément. Et justement, si on panique et tout et qu'on perd, on peut se retrouver sans argent, parce qu'à chaque fois, évidemment, pour jouer, faut miser un peu de thunes. Et donc là, il y a plusieurs moyens de se refaire un petit peu. Donc c'est qu'il y aura des parties de cartes qui seront vraiment dédiées à certains qui sont sans enjeu, en fait, qui sont juste là pour te permettre de gagner de l'argent, parce que on te met face à des pigeons qui ont un petit peu le compte en banque illimité. Sinon, tu peux faire appel c'est un camp un peu de gens du voyage qui t'aident et qui te soutiennent et qui vont pouvoir te donner un petit peu d'argent aussi pour te relancer. Et donc, à chaque fois, quand tu perds, tu peux aussi perdre ta vie. Donc, il n'y a pas que l'argent qui est à mettre en cause. Et là, tu te retrouves littéralement face à la mort elle-même, en fait, devant une table de jeu. Tu peux choisir de payer pour acheter ta vie, ou bien de l'entuber aux cartes aussi, parce que, voilà, t'es devenu un tricheur maintenant, donc c'est devenu un peu ton mode de vie. Faut juste faire gaffe, parce que si tu loupes ce tour-là, ça peut mener en fait à un effacement de la sauvegarde, si tu n'arrives pas un peu à... Si contre la mort, en fait, tu déjoues un petit peu toi-même. Il faut le vouloir, donc faut quand même forcer pour... C'est un peu à l'Hellblade, en fait. C'est une sorte de mécanique où on te disait Hellblade, si tu meurs trop souvent, t'auras un game over définitif et ta sauvegarde sera effacée. Il y a quand même plusieurs étapes, et le jeu te donne beaucoup d'occasions de te refaire. Mais Hellblade, c'était faux. C'était, je sais pas si c'était complètement faux, mais si c'était infaisable, je trouve, en termes d'heures de jeu, ça demandait de mourir beaucoup trop de fois. Alors... Mais c'est malin, je trouve, parce que t'as cette pression qui en est pas forcément une, mais que tu gardes quand même dans un coin de l'esprit, tu te dis toujours, on sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, même si la mort et l'effacement de la sauvegarde arrivent qu'en dernier recours, moi je suis tombé dans un espèce de cercle un peu vicieux, où j'étais quasiment à la fin du jeu, j'ai manqué un peu d'attention pendant quelques minutes, et voilà, j'ai perdu quelque chose, on m'a donné un mini-jeu à faire que j'avais pas fait depuis un moment, j'ai reperdu derrière, je me suis retrouvé à sec, sans rien du tout, donc ça fait partie de ces jeux qui peuvent avoir des cercles vicieux si on n'est pas vraiment bien attentif et bien sur nos gardes, et tu te pourris un peu ta partie toi-même, et sans dire que tu seras bloqué, parce qu'il y a quand même toujours moyen de se refaire. De grinder un peu de l'argent. Moi, ça m'a mis un petit peu un coup, tu vois, en mode, ça m'a quand même stoppé dans mon élan, c'est quand même, faut faire un petit peu gaffe, quoi.
Je l'ai dit, en plus de tout ça, le jeu dispose d'une patte graphique vraiment incroyable. Hein. Mi-chemin, ça reprend un peu le style des peintures d'époque, avec une approche beaucoup plus moderne, avec même des animations en flash super sympa et tout. La musique aussi très sympa, je sais pas si tu l'as noté. Incroyable la musique, mais l'ambiance au global et chaque strat en fait va vraiment concourir au fait qu'on est immergé là-dedans, c'est génial. Et comme Layton, hein, t'as certaines petites musiques qui tournent en boucle à des moments précis, notamment quand tu apprends à contrôler, à apprendre un tour, et la musique arrive à être répétitive mais pas relou en fait, et ça comme dans Layton c'est quelque chose qui est assez dur à imaginer quoi. Et t'as vraiment les mélodies qui sont apaisantes quand tu t'entraînes pour vraiment te faciliter la concentration, et ils vont réussir derrière après à amener la tension avec des musiques entre guillemets un peu plus épiques, et vraiment c'est un gros point fort la musique. Donc voilà, Card Shark c'est un jeu qui est dispo sur Switch et sur PC, ça coûte environ 20 boules. Il y a une démo qui est dispo au moins sur Switch, je sais pas sur PC si c'est le cas, mais qui laisse jouer le premier chapitre du jeu, soit quasiment 1h30, 2 heures de jeu, donc il y a quand même largement de quoi voir sur un jeu qui fait combien ? Ça fait à peu près 6-8 heures, je pense, donc il est pas super long. On pourra juste peut-être trouver le jeu un poil redondant, c'est vrai qu'on enchaîne les étapes avec l'apprentissage d'un tour, la mise en application, mais en tout cas, ça reste une aventure qui est quand même condensée, plutôt cool. Comme je l'ai dit, essayez de jouer dans une fenêtre de jeu assez réduite, ne jouez pas à ça en dilettante de temps en temps. Ni en regardant la télé. Comme tu m'as vu faire seulement. En tout cas, moi, le jeu est bien placé pour être vraiment le coup de cœur de l'année, c'est-à-dire pas le jeu qui a des arguments ludiques pour être dans un top 5 ou quoi, mais qui a des qualités, une fraîcheur, je trouve, qu'on trouve pas ailleurs. Et je trouve cette intelligence de détourner un peu les règles du jeu de cartes habituel pour faire un jeu différent. Pour moi, je trouve ça vraiment chouette, et c'est un jeu qui me marquera quoi qu'il arrive, quoi. Un jeu de cartes sans cartes, c'était ma question, savoir qu'est-ce que tu vas en retenir à l'heure des tops. C'est déjà un coup de cœur pour toi, il va falloir que... C'est bien parti, ouais. C'est bien parti. Trop bien, merci pour cette chronique, moi ça me chauffe grave Card Shark, et en plus, je l'ai commencé, mais définitivement je vais le recommencer parce que là c'est foutu. Déjà que je suis vraiment pas bon, vraiment j'étais mauvais, j'arrêtais pas de mourir, et j'ai trouvé ça en l'occurrence très très intéressant au début, c'est que il y avait vraiment une continuité, c'est-à-dire que je perdais ma partie, il se passait un truc, bagarre, je meurs, mais le jeu n'est toujours pas fini, j'arrive devant la mort, il se passe un truc, je joue avec elle. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure des heures, tu comprends en fait la mécanique et la logique, mais au début, vraiment, tu te laisses emporter et tu te dis, mais ils ont tout prévu, c'est vraiment très très intéressant. Le jeu arrive souvent à rebondir effectivement sur les événements, et parfois des choses attendues ne se passent pas comme ça devrait se passer. Des fois, on te repêche de manière un peu détournée. Et comme tu dis, il essaie toujours de créer un flow, en fait, un rythme, comme si ta partie était une ligne droite, plutôt que les habituels, game over, recommence et tout. En tout cas, un jeu plein de force, plein de personnalité, plein de caractère. Ça fait du bien, ça fait plaisir, il se démarque. Peut-être qu'il faut essayer un petit peu de le pousser. N'hésitez pas à jouer la démo et nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous. On arrive à la fin de ce raid alerte, quand même, qui était un petit peu long. On est sur 1h20 en ce moment. Les 2-3 derniers raids alerte sont plus longs. Sont un petit peu costaud. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube en vidéo. Salut à vous. La semaine prochaine, j'aurai un t-shirt spécial. Ah ouais ? Ouais, j'annonce direct. J'espère que je me porte pas la guigne en disant ça. Donc on est en vidéo, on est sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. L'occasion aussi de remercier toute l'équipe, Ken, Damien et Udo. Avant de vous dire toutes les petites obligations, petit coup de promo, on le fait pas souvent, mais là il se passe quand même un truc assez exceptionnel chez Sœur d'édition. On a lancé il y a 2 jours pour vous une préco sur un bouquin qui s'appelle The Art of Plague Tale, donc qui va parler du diptyque Plague Tale. Vous avez vu ? On est parti du Rat Gang, donc le mug de la team Asobo. On a pu suivre pendant 3 ans la team. Son auteur, Exerve, a pu suivre un développement, c'est quand même rare. Ouais, et puis c'est un bouquin qui retrace donc le making-of des 2 jeux, mais aussi qui est très visuel, donc qui a une composante artbook. Il y a des gens qui nous disent souvent pourquoi vous ne faites pas des bouquins illustrés. Là, c'est le cas. C'est un bouquin, du coup, fait en partenariat complet avec le studio. Ouais. Donc, si ça vous botte, n'hésitez pas. Voilà. Alors, pourquoi on vous en parle ? On fait pas de segment promo dans les raids d'alerte. Mais là, c'est une préco qui est fermée. Donc, jusqu'au 26. je me risque de mémoire comme ça à balancer. En tout cas, c'est fermé. Allez voir, parce que, après les précos, ça sera un petit peu plus compliqué d'avoir des first print. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, on va donner, j'espère, du biscuit. Qu'est-ce qui se passe dans Raid Alert la semaine prochaine ? À chaque fois, tu me regardes, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il a raconté ? Je ne sais pas, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai aucune idée de quoi je vais parler. T'as plein de chroniques d'idées, mais il va falloir peut-être une actu qui va tomber, qui sait ?
Je vous ai annoncé moi la semaine dernière que je vous parlerai de l'innommable Diablo Immortal. Voilà, j'avais besoin d'une semaine de plus parce que j'ai besoin d'engranger beaucoup d'heures de jeu sur ce titre et de jouer à pas mal d'autres jeux free-to-play, un petit peu pour essayer d'avoir une vision un peu plus panoramique. Donc voilà, une petite semaine de plus, ça sera nécessaire, mais ça sera normalement la semaine prochaine. Merci encore, merci à vous, et à la semaine prochaine. Bye bye.